de la mère, c'était un email qu'elle nous avait envoyé parce qu'on a tourné la petite scène qu'on voit sans arrêt dans le téléphone, moteur vidéo, on dit le jeune Laja glissé sur le sol de la cuisine. On l'a tourné chez les Carazio, chez Lady Chen et ses frères. Et sa mère nous a, d'une certaine manière, préparé psychologiquement à venir dans son appartement qu'elle avait préparé pour nous, mais c'est pas des gens très riches. Ils avaient à peine de quoi ils étaient quand même une famille de 7, 8, je crois. Et c'était assez serré, mais elle nous a raconté tout ce que vous pouvez lire, parce que l'épisode de mettre du beurre sur le sol de la cuisine venait de... C'était quelque chose qu'elle avait fait pour ses enfants, pour les empêcher de jouer à la PS3. Donc nous on avait trouvé ça très très touchant, j'ai décidé d'inclure à la fin pour... je trouve que c'était une note positive à la fin et qui raccordait, qui montrait d'une manière assez simple finalement que on était quand même parti de personnages réels. Bon, il y avait un voyage en bus dans les années 80 et j'ai toujours été, aussi en général, j'ai toujours été intéressé par le phénomène de groupe et comment la personnalité de chacun est influencée par le nombre d'individus face à qui ces personnes se trouvent et par rapport au nombre qui évolue de ce groupe, les dynamiques et même voir la conscience de soi évolue. Donc, les gens ne sont pas fixes, ils sont immuables et ils varient en fonction du nombre de personnes avec lesquelles ils se trouvent. Et donc je trouvais ça intéressant, et puis le principe du bus, ça permet de démarrer avec un groupe avec toute une dynamique au maximum. Et puis au fur et à mesure, alors que l'énergie en superficie est au paroxysme, on va dire, à ce moment-là, le niveau d'élévation de la discussion est quand même assez terre à terre. Et il y a beaucoup de stéréotypes, de clichés, et au fur et à mesure que le groupe se désagrège, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un certain enrichissement au niveau de la profondeur du débat, et les sujets abordés sont plus personnels, et finalement, quand il ne reste plus que deux, ben là, on parle vraiment de ce qui touche. Il n'y en avait pas tant que ça en réalité. Il y avait toujours des petites bribes qui étaient prévues, mais on avait un script qui était écrit, basé sur une trame que j'avais apportée, qui était écrit par Paul Proch et Jim Grishow. Ils ont des noms difficiles. C'est des gens de New York, et Paul Proch, il avait servi d'inspiration pour des éléments du personnage de Jim Carrey dans Eternal Sunshine. Et c'est quelqu'un de très flippé, mais très intéressant aussi. Et donc, ils nous ont écrit un script par rapport En fait, bon, moi je suis arrivé sur j'ai démarré ce programme, d'une certaine manière, dans un centre après-scolaire du Bronx, avec une histoire d'une vingtaine de pages, 25 pages, qui racontait en gros les éléments principaux de l'histoire, leurs problèmes, les ruptures, des engueulades, et petit à petit, en discutant avec ces jeunes qu'on a engagés directement, on n'a fait aucune sélection, on a commencé à trouver les analogies entre leur histoire et la mienne, et petit à petit, mais ça s'est passé sur 2 ans, les scénaristes sont venus interviewer les 35 jeunes, et ont décanté, ont récolté des histoires variées. Ça fait à son téléphone tout ça. Je suis un peu perdu.
Oui, alors, et on a récolté un tissu très dense d'histoires, de petites scénettes qu'on a réintégrées, remises ensemble pour faire le script. Et finalement, là-dedans, au montage, on a retaillé pour donner l'apparence d'un film. Et on avait un script d'à peu près 250 pages qui était assez dense, effectivement. Mais ce qui fait que les jeunes, il n'y a pas eu d'improvisation au sens propre, mais en réalité, ils racontaient, ils disaient les mots qu'ils avaient enregistrés, qu'ils avaient dictés. Donc c'était vraiment leurs mots. Moi, après, il fallait que je travaille pour obtenir les émotions par rapport à ce que le texte disait. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient ressenti ces émotions, on les avait notées, et ils devaient les rejouer, et c'était là que ça collait pas forcément. Ils n'avaient pas forcément envie de ressentir la compréhension, ou l'envie, ou le besoin de ressentir cette émotion à un tel moment. Et là, il a fallu que je trouve des petites assises. C'est-à-dire qu'au départ, le groupe fait en sorte que les émotions, les réactions sont assez superficielles, assez immédiates. Et là, bon, c'est beaucoup de moqueries, de rires, de vannes, de chambres. C'est ce qu'on appelle le dismiss, c'est un peu la base de la culture, pas nord-américaine, mais disons du rap, qui un petit peu pourrait faire correspondre à certaine culture de la banlieue ici, où il y a une sorte de bisutage permanent qui fait que bon, les gens sont très vifs en fin de compte, il y a le tac au tac, ça répond très vite. Donc il y a toute cette culture qu'on sent au départ, toute cette énergie, et ça, pour l'obtenir, il fallait trouver des choses à leur présenter hors caméra qui puissent les faire réagir. Par exemple, il y a Teresa qui revient avec une perruque jaune, et j'ai eu la mauvaise idée de lui faire porter la perruque pendant une semaine avant le début du tournage, et tout le monde était habitué, donc quand elle rentre dans le bus avec la perruque, ça tombait complètement à plat. Alors on est allé acheter une perruque verte de footballeur, ou orange, et on l'a bien cachée, et au moment où on a déclenché la caméra, on lui a mis cette perruque, et là les gens ont vraiment réagi tel qu'on le voit dans le film. Et bon, quand ils rigolent, quand ils se moquent, il fallait toujours prendre des photos de quelqu'un qui dormait avec la bouche ouverte, ou une photo assez bizarre sur le net, etc. Donc ça, c'était le début du film, quand c'était le chaos, et que les gens devaient réagir de manière, je dirais pas animale, mais assez viscérale, assez immédiate. Au fur et à mesure que les groupes s'amplifient, l'échange se complexifie, et là, je ne pouvais plus utiliser ces ruses un petit peu premier degré, et là, finalement, je leur ai demandé de puiser dans leurs sentiments, dans leurs souvenirs, des éléments qui puissent travailler leur jeu, lui donner de la profondeur. Et parfois il était question, par exemple Teresa, la fille principale, elle avait une rupture très difficile, et il suffisait de lui demander de lui parler un petit peu de ce qui s'était passé avec son ancien copain. Elle avait beaucoup d'émotions qui remontaient, du ressentiment, et après, ils avaient l'intelligence de pouvoir adapter tous ces états d'âme dans des paroles qu'ils connaissaient par cœur. Et donc ça répond à votre question, il n'y avait pas d'improvisation, mais en revanche, on s'est servi de la vie autour d'eux pour influencer le jeu. Je vais fabriquer, c'est l'invention d'un part. C'est le genre d'idée que je me suis dit, bon, ce film ne me ressemble pas tellement tant que ça, donc si je veux bien me faire plaisir pour un plan, je vais faire celui-là. En fait, c'est une idée que j'avais depuis très longtemps. Mon frère habite en banlieue est, à côté d'une RER. En fait, le RER traverse son jardin depuis des années, et j'ai toujours eu envie d'acheter un petit train électrique, le caser sur un rail, mettre une caméra devant et attendre que le grand train passe pour le démarrer et faire le plan de la mort où le gros train écrase le petit train pendant qu'il bouge. Et j'ai pas eu l'occasion de le faire, et puis là ça s'est bien présenté. Puis il y avait la culture rap, le South Bronx, le Bronx du Sud, c'est là où il y a eu Young MC et pas mal d'autres qu'on entend surtout au début du film. Et donc c'était le rap a une place très importante dans cette partie de la ville, et donc cette partie de la ville a aussi une place importante dans le rap.
Et ce côté ghetto blaster, effectivement, c'est assez associé avec l'image de rap, les jeunes qui se travaillent avec ces gros ghetto blasters. Et puis j'ai fait des parallèles inconscients, plus ou moins, enfin évidents, entre le bus et le ghetto blaster, et donc j'en ai fait construire un en forme de bus. Et puis après de le trouver écrasé par l'autre, c'était. J'ai pas réfléchi pendant des heures pour passer à l'exécution de cette idée. Alors, il y a plusieurs choses, c'est que bon, je me moque un peu de moi-même d'une certaine manière, et puis ensuite ça monte un petit peu l'action un peu sans pitié des bullies, des caïds dans le groupe, et je trouve que ça a lancé bien l'histoire. C'est tant qu'on a les deux ensemble, autant les faire s'écraser. Je trouve que c'est sympa. Il me ressemble plus que beaucoup d'autres. Disons que c'est une sorte de continuation d'idées et d'envie, de bricolage. Enfin, non, je sais pas, Samoud m'était juré que je ne prononcerais pas, je me suis fait avoir. On peut l'effacer, s'il vous plaît. C'est un système ça fait partie de différents systèmes que j'ai voulu essayer de faire fonctionner depuis un moment. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fonctionné dans ma tête, ensuite peut-être sur papier, ensuite peut-être dans d'autres films, comme l'histoire des films amateurs, des usines de films amateurs où les gens sont livrés à eux-mêmes avec des petits studios et peuvent faire des films entre amis sans avoir l'intervention de professionnels. Cette idée de jeunes qu'on n'enferme pas, mais d'une certaine manière si, qu'on met dans les bus, elle m'est venue depuis très longtemps, et voilà, j'avais fait un clip pour Amina en 92, je sais plus. Cette idée que dans un bus, on puisse... déjà, il y a ces idées que dans un bus, le support ne change pas. Il y a la même chose dans le métro, par exemple à Paris, il y a des métros, des lignes qui passent par Barbès, et après ça passe par Étoile et les quartiers les plus chics de Paris. Et le métro donc ne change pas, mais les gens qui traversent passent par toutes les couches sociales, et je trouve ça assez incroyable au niveau de la logique, je sais pas. C'est le même support, mais les personnes sont complètement différentes. Et aussi, le busing aux États-Unis, c'est un problème assez épineux, dans le sens où ils ont essayé, alors je n'ai pas les dates exactes, je pense dans les années 80, de faire une sorte de mixité. Ils essaient de trouver des solutions pour l'école publique tout en essayant de la couler. Alors, on ne sait pas exactement quelles sont les volontés derrière, mais le fait est qu'ils ont délocalisé les écoles par rapport aux élèves. C'est-à-dire pour pas que tel élève habite dans telle zone, mettons, elle se retrouve dans la même zone au niveau de l'école, ils ont éloigné les élèves des écoles pour faire un mélange. Mais le problème, c'est que tout ça, ça fait des voyages de bus. Donc il y avait des grands voyages de bus sans arrêt. Et c'est un peu une plaie dans l'école publique américaine. Mais comme il y a très très peu de gens qui ont pratiqué les écoles publiques et qui sont dans les métiers de la communication aux États-Unis, parce que c'est deux secteurs complètement différents, bon, on n'en parle pas. Comme également, je me suis aperçu, à la même période de semaine du tournage, après quelques jours du tournage, que tous les jours, les jeunes qui allaient dans cette école, et qui est évidemment publique, doivent payer $1 pour confier leur téléphone portable à l'épicier du coin, qui lui se fait son petit business, et parce qu'il est interdit de d'apporter son portable à l'école, et qu'ils ont tous ce besoin absolu de communiquer de façon immédiate. Ils déposent tous le matin le téléphone à l'épicerie, ils ont un petit sac en papier, et le soir ils le récupèrent contre $1. On dit paye le dollar le matin, donc on a un petit peu triché, mais c'était plus simple comme ça. Donc c'est assez intéressant. Moi je trouve qu'ils sont obligés de passer par cette espèce de... Ils sont parasités un petit peu de toutes parts, pour pouvoir avoir leur téléphone et être à la page avec les autres, ils sont obligés de débourser $1 de plus par jour.